Et on se retrouve dans l'info du vrai avec notre invité Mounir Majoubi. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire d'État chargé du numérique. Notre titre, c'est l'homme net de Macron. Ça vous va ? L'homme net, je l'espère, en tout cas l'homme du numérique, et pour le gouvernement. Et on a un gouvernement numérique dont j'essaye d'être la voix et le coordinateur. Et est-ce qu'il y a des hommes pas nets au gouvernement ? Non, ils le sont tous, et c'est peut-être la première fois. On a une Assemblée nationale très numérique, un gouvernement très numérique, et un Premier ministre et un président qui y croient fort. Ok, on va parler de vos dossiers. La France va assigner en justice les géants du numérique Apple et Google pour pratiques commerciales abusives. À la clé, il y a une amende avec plusieurs millions d'euros. Est-ce que vous êtes sûr que ça va les faire trembler, que ça va les faire changer tout simplement dans leur méthode ? Ce qui est important, ce n'est pas juste cette procédure. Ce qui est important, c'est de se poser la question plus globale de comment on peut trouver un équilibre de vie avec ces plateformes géantes. Aujourd'hui, ces plateformes, elles sont partout dans notre vie économique, partout dans notre vie privée, et elles nous apportent beaucoup. Sinon, on ne serait pas des millions à utiliser leurs services. Par contre, dans la façon qu'elles ont d'opérer ces services, elles ont des conséquences qui sont parfois négatives pour l'économie. Par exemple, sur les magasins d'applications, ce qui est l'objet de cette procédure-là, vous savez, c'est le App Store ou le Google Store, Google Play, où vous retrouvez les applications de tous les fournisseurs d'applications. Aujourd'hui, c'est Apple et Google qui décident du prix, qui décident si elles acceptent ou si elles n'acceptent pas vos applications, qui ont droit de vie ou de mort de certains de nos éditeurs. Et aujourd'hui, et y compris au niveau européen, on se pose la question de savoir comment mieux équilibrer cette relation entre ces méga plateformes et ces PME du numérique. Ça veut dire que les entreprises françaises qui veulent figurer dans ces stores, dans ces magasins-là virtuels, se font racketter tout simplement par Apple et Google. Racketter, c'est un mot qui est trop fort, je ne veux pas juger. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec la Commission, on travaille depuis plusieurs mois et on négocie fort. Et la voix de la France, elle est très importante sur le sujet, sur comment on peut normaliser, comment on peut rééquilibrer la relation entre ces plateformes et les PME. Aujourd'hui, vous êtes une PME qui fait une application. Il n'y a pas un numéro de téléphone où vous pouvez téléphoner pour dire « je voudrais changer le prix, il y a un problème ». Vous recevez un mail qui vous dit « désolé, votre appli, elle a été refusée ». Et puis, vous n'avez pas de possibilité de pouvoir dire que vous n'êtes pas d'accord. Dans ce travail qu'on fait au niveau européen, on essaye de dire qu'il faut trouver des règles pour que quand une PME elle est en relation avec ces plateformes, il puisse au moins y avoir une relation normale avec un être humain normal qui, de l'autre côté, vous écoute. Il y a eu des retours depuis que la France a décidé de porter plainte, comme ça, d'assigner en justice les géants ? Dans quelques semaines, la Commission européenne va communiquer sur des sujets concernant la régulation des plateformes, concernant les grands enjeux sur les plateformes. Et en tout cas, la France a participé, j'ai participé pour représenter la voix de la France sur ces sujets. Donc j'attends beaucoup du champ européen. Ma question, c'est est-ce que Google vous a déjà dit « ouh là là, on va faire attention » ou pas du tout ? Aujourd'hui, ils ont fait des déclarations publiques en disant « nous avons une relation équilibrée et nous permettons à tous ces développeurs de gagner beaucoup d'argent ». Nous, on leur dit « le but, c'est pas d'empêcher cette relation. C'est vrai que c'est formidable de trouver autant d'applications. C'est de faire qu'il y ait un meilleur équilibre. » Vous avez recommandé cette semaine aux internautes que nous sommes tous de demander leurs données personnelles aux plateformes numériques et en ligne. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour savoir. Par exemple, j'ai demandé mes données personnelles à une application de transport avec voiture. C'était il y a 1 an. Ça a été très dur de demander ces informations. Mais je les ai obtenues. Ça a pris du temps et c'est un droit de chaque citoyen. Et j'ai trouvé ça intéressant de savoir tout ce qu'elle savait sur moi. Elle savait l'endroit où elle m'avait pris, l'endroit où elle m'avait déposé. Puis elle avait aussi enregistré où j'étais 5 minutes après. Et ça, je ne le savais pas forcément. Alors c'est sûr, le jour où je l'ai installé, j'ai dit oui, je suis d'accord, laissez-moi utiliser l'application. Le règlement pour la protection des données qui va rentrer en vigueur au mois de mai, donc c'est dans quelques semaines, il va permettre à chacun, moi ça a mis plusieurs mois pour les obtenir, ça mettra quelques minutes pour obtenir ces informations. Et ça va permettre à chacun de comprendre quelles sont les données qui sont enregistrées. Par exemple, celles que vos enfants ont vis-à-vis de ces plateformes, celles que vous avez vis-à-vis de ces plateformes. Ce que vous commandez régulièrement sur Amazon, et puis savoir ces informations, ce qu'ils en font. Et un des grands objets de ce règlement, certains le font, d'autres pas. Ce qui va être intéressant avec ce règlement, c'est qu'ils seront obligés d'être plus transparents avec vous. Ils vous diront, pour utiliser mon service gratuit, parce qu'il est gratuit, je prends ça et ça comme information, mais je les revends. Je gagne de l'argent avec, ou je personnalise mon service avec, mais au moins on sera au courant. Et on pourra décider entre 2 services différents, celui que je vais choisir, entre celui qui protège mes données et celui qui me dit qu'il va les revendre à tout le monde. Et si je ne suis pas d'accord pour qu'on les revende mes données, qu'est-ce que je fais ? Je peux demander la destruction ? À partir du mois de mai, vous pourrez demander à ce que vos données soient supprimées, vous pourrez demander à ce qu'elles ne soient plus utilisées, et puis ce sera votre choix de vous réinscrire si vous le souhaitez, ou de partir chez un autre, ou d'arrêter d'utiliser. Ce que vous nous dites, c'est que Facebook, Google, Amazon ont des données sur nous qu'ils revendent. C'est le nouvel or noir numérique. C'est pas légal tout ça. Alors,
Malheureusement, c'est légal. Ce que nous, on a essayé de faire avec la loi, ce qu'on a essayé de construire au niveau européen, c'est la transparence. Ils ont le droit de le faire, mais s'ils le font, il faut que j'ai dit oui. Et ça, c'est important de remettre le consentement au cœur de cet échange d'informations. Parce que oui, il y a beaucoup d'argent qui est fait, mais pas qu'avec la revente, avec la réutilisation, avec la transformation, avec des données dont je n'ai pas forcément conscience qu'elles ont été collectées. Le fait qu'on sache où je suis allé 5 minutes après ma dépose, moi, ça me concerne. J'ai pas envie que ce soit enregistré dans une grosse base. Et bien ça, aujourd'hui... C'est George Orwell, vraiment. En tout cas, pour pas que ça le soit, il faut qu'on reprenne chacun la maîtrise. Et quand chacun aura la maîtrise de ces données, vous allez voir, la relation va se rééquilibrer, les plateformes seront plus transparentes, les nouveaux services qui vont émerger en compétition vont dire vous pouvez soit aller chez Golgotha d'un côté, ou vous pouvez venir chez moi. Chez moi, il y a le même service, mais je prends pas vos données, je les enregistre pas. Un de vos dossiers, c'est aussi ce que vous appelez le numérique inclusif, c'est-à-dire faire en sorte que chaque département, dans chaque ville, eh bien, il y ait une aide à tous ceux qui ne sont pas armés pour surfer sur le net, pour déclarer leurs impôts en ligne, les déclarations de la CAF. Comment ça va prendre, quelle forme ça va prendre, ce numérique inclusif? Ce numérique inclusif, il est essentiel. Ça ne sert à rien qu'on parle des start-up, de la transformation numérique de l'État, des démarches en ligne, si on ne s'occupe pas des 20% de Français, quasiment 13 millions de Français. 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser Internet et un ordinateur, qui ne savent pas mettre le login et le mot de passe, qui ne savent pas utiliser un email. Et donc on fait quoi? On laisse tous les autres aller très vite et bénéficier de la super société de l'information et du numérique et on les laisse de côté, ou on se dit le seul succès possible, c'est si on réussit tous. Et cette stratégie, on l'a menée avec les régions, avec les départements, avec les communes, avec les associations, avec les guichets, avec les opérateurs sociaux qui accueillent toutes ces personnes. Et on s'est dit tous ensemble, comment on s'assure que dans les mois et les années qui viennent, on ait accompagné ces 13 millions de Français. Il y aura des coachs en numérique qui viendront sonner chez les petites dames ou les petits messieurs qui n'arrivent pas à faire en fonction des besoins, il y a des gens qui sont peu autonomes et qui auront besoin que quelqu'un vienne chez eux. Et aujourd'hui, il y a des offres qui existent. Vous savez, il y a une offre qui existe déjà aujourd'hui qui est d'ordre privé. La Poste s'est proposée aussi de le faire. Il y aura une question sur le prix et sur le financement. La majorité des personnes n'auront pas besoin que ça vienne chez eux. Une grande partie souhaitera avoir des formations. Un des objectifs pour nous, c'est qu'il y ait de la médiation numérique, c'est-à-dire des gens, vous allez les voir et vous leur dites « je ne sais pas faire ça, comment je peux faire ?» Eh bien, eux, leur métier, ce sera de dire écoutez, asseyez-vous, on va en parler et je vais le faire avec vous et je vais vous apprendre à le faire. Autre dossier très concret pour les parents d'élèves notamment, vous allez faire des annonces avant la fin du mois de juin concernant le cyberharcèlement, c'est-à-dire cette façon dont les jeunes, entre eux, se harcèlent sur Internet à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous proposez alors très concrètement? En tant que parents, nous, on veut savoir. Il faut le rappeler, sur Internet, c'est un espace de liberté absolue, comme dans le monde physique, sauf qu'il y a aussi des règles. Et si on ne respecte pas ces règles, si on n'est pas capable d'agir contre ceux qui font du harcèlement, si on n'est pas capable de mettre fin au harcèlement, aux insultes, à la haine antisémite, à la haine raciste, si on n'est pas capable d'y mettre fin, on va dégoûter tout le monde d'Internet et les parents voudront retirer leurs enfants du numérique. Et ça, ce serait le plus mauvais choix possible. Donc, il faut sécuriser plusieurs choses. La première, c'est que ces contenus de haine, aujourd'hui, on a du mal à les faire retirer. C'est-à-dire qu'au moment où on signale ce contenu haineux, qui est facile à identifier, la personne est nommée, une photo parfois est postée, qui crée des conséquences tragiques qui vont jusqu'au suicide des plus jeunes, là, on pourra demander aux plateformes de retirer et de dire c'est votre responsabilité maintenant de retirer ce contenu et vous avez quelques heures pour le faire et pas quelques jours. Parce que chaque heure où le contenu reste, chaque moment qui reste, le harcèlement va avoir des conséquences de plus en plus importantes. Et ça sera valable pas que pour les jeunes, pour tout le monde, on reçoit tous des messages désagréables. Il y a la haine, il y a le harcèlement, il y a la haine qui est exprimée contre les femmes. Souvenez-vous de cette histoire avec cette journaliste qui s'est fait poursuivre par un raid d'utilisateurs anonymes qui n'ont pas cessé de lui envoyer des insultes. Il faut mettre fin à cette impunité avec 2 règles. La première, faire supprimer ces contenus qui sont une atteinte profonde à la personne de ces personnes qui le subissent, mais aussi se donner la capacité de poursuivre ceux qui font et qui provoquent ces attaques. Et pour ça, il faut des moyens. Et ces moyens, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, on va avoir maintenant plus de gendarmes et plus de policiers formés à intervenir sur Internet, parce que ce n'est pas naturel, c'est nouveau, c'est un nouvel espace. Donc il faut que nos gendarmes, nos policiers aient appris et fait l'expérience d'identifier une information, essayer de mener une enquête pour pouvoir poursuivre et aller jusqu'au bout. Un petit mot sur l'intelligence artificielle, c'est un vaste dossier. Cette semaine, Stephen Hawking est décédé. C'était un de ceux qui pensaient que ça peut être très dangereux pour les hommes, l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on va réussir à mettre des bornes et à ne pas se faire dépasser par les robots? L'intelligence artificielle, c'est la multiplication par 1000, par 10 000 de tout ce qu'on a connu avec le numérique. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire de mieux avec le numérique, on va le faire encore plus vite, encore plus fort avec l'intelligence
l'intelligence artificielle. Donc tout ce qu'on fait de bien, par exemple soigner. Grâce à l'intelligence artificielle, on pourra mieux soigner les cancers, on pourra sauver des vies, on pourra mieux opérer les transports, faire que la voiture que je vais prendre chaque matin, eh ben, elle ne sera pas polluante, il n'y aura plus d'embouteillage et il y aura plus d'accidents. C'est les bisounours, hein, votre truc. Hein. Non, ça c'est le côté positif, mais ça permettra aussi de faire les horreurs. Et donc c'est pour ça que dans l'enjeu qu'on va avoir dans cette stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, il faudra dire quelles sont nos frontières, quelles sont nos lignes rouges, à la fois éthiques, mais aussi sur les conséquences économiques et sur l'emploi. Et il faudra qu'on ait ce débat de façon nationale. Tout le monde doit comprendre quels sont les enjeux. On l'a déjà fait depuis longtemps sur les questions de bioéthique. On a dit ça ne peut pas être le monopole des scientifiques. Ces questions, c'est toute la société qui doit y répondre. Et bien avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Ce n'est pas le monopole des spécialistes, ce n'est pas le monopole des experts. C'est tous ensemble qu'on va devoir dire là où on veut aller. Moi, je veux qu'on aille vers une intelligence artificielle qui crée des bénéfices pour chaque Français. Plus de santé, un meilleur transport, une protection de la planète, une meilleure façon de vivre ensemble, une meilleure façon d'éduquer et d'informer, mais que sur toutes les frontières, toutes celles qui sont celles que nous n'accepterons pas en tant que société, en tant qu'Europe, en tant que France, eh bien on soit capable de dire là c'est stop, là c'est non. D'un mot, de l'actualité, c'est Olivier Faure qui va sans doute devenir le premier secrétaire du PS, un de vos anciens camarades. Vous lui dites bonne chance ? Écoutez, c'est très important pour un gouvernement et pour une majorité d'avoir une opposition qui construit, d'avoir une opposition qui se structure et qui est capable de dire ce pourquoi elle n'est pas d'accord. Moi, je serais très heureux dans les prochains mois, si c'est lui qui devient Premier secrétaire, de débattre avec lui. Je le connais et je sais ce sur quoi je suis pas d'accord avec lui et ce sur quoi je suis plutôt d'accord et où j'espère le convaincre. Et donc, j'espère que pendant ces mois, on aura cette attitude constructive face aux Français à l'Assemblée nationale où on pourra débattre idée contre idée, argument contre argument. Il manque le Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas d'opposition à part celle de Jean-Luc Mélenchon ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'une opposition diverse, construite, et qui permette de dire aux Français pourquoi est-ce qu'on fait des choix. Aujourd'hui, on a une majorité, elle est importante, elle est diverse. Dans cette majorité, on a des débats internes entre nous, mais ce qui nous unit aussi, c'est notre capacité à débattre avec les autres et à dire pourquoi on n'est pas d'accord. Et ça, c'était avec le Parti socialiste quelque chose qui nous a manqué. Et maintenant que ce parti se restructure, eh bien nous aurons un parti avec qui continuer le débat. Merci beaucoup, Mounir Majoubi, d'être venu ce soir dans l'Info du Vrai.